Et nous voici tous réunis pour la clôture de cette riche matinée. On a quand même eu l'occasion de balayer à la fois l'état des lieux, les scénarios, les solutions technologiques, on va dire plus politiques, et j'allais dire beaucoup de vécu sur le terrain, à la fois des entreprises, des élus locaux et des industriels qui sont sur le terrain. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis assez contente, très heureuse même de clôturer cette riche matinée qu'on avait démarré avec une femme et qu'on termine avec 2 femmes. Donc ça mérite 3, oui, 3. Ça mérite d'être souligné et salué le jour même d'ailleurs de la nomination de Christine Heidemann à Orange. Donc voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre. Je vous présente, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, donc Agnès Benassi-Kéré. Bonjour, merci d'être là. Vous avez un micro? Oui. Bonjour. Vous êtes chef économiste de la Direction générale du Trésor. Vous êtes également professeur à Paris 1 et à la Paris School of Economics, l'école de l'économie de Paris. Claire Vézan, oui. Claire Vézan, pardonnez-moi, vous êtes directrice générale adjointe et secrétaire générale d'Engie. Vous allez nous donner aussi une vision de cette matinée et du regard que vous portez en tant qu'industriel. Mais je me tourne d'abord vers Agnès Benassi-Kéré. On a entendu des solutions très concrètes, technologiques, parler de budget, d'urgence, de timing. On a quand même toujours cette petite voix derrière qui nous dit qu'il faut quand même respecter un peu les équilibres économiques dans tout ça. Donc vous, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'on peut absorber le choc de la transition énergétique? Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Engie, Toulouse School of Economics et Terra Nova. Alors, je ne suis pas économiste de l'énergie, je ne suis pas économiste de la transition, de l'environnement, rien de tout ça. Donc, encore plus, Justement. Merci de m'avoir invité. Voilà. Alors, j'ai un rôle effectivement de défendre l'équilibre budgétaire dans cette réunion, mais pas que. Et merci de ne pas l'avoir mentionné. Vous avez dit équilibre économique et non pas équilibre budgétaire, ce qui est très intéressant. Il vaut mieux que ce soit vous qui le dites. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le ministère des Finances et le Trésor en particulier s'intéressent à la chose? Il y a la question de l'enjeu sur les finances publiques, hein, c'est clair, mais plus généralement, il y a un enjeu macroéconomique absolument majeur. On est en train de modifier fondamentalement le fonctionnement de l'économie. Et il y a un chemin à tracer, à trouver pour la croissance néanmoins. Je rappelle que la croissance est quand même le fondement du financement de la protection sociale qui ne va pas diminuer sous prétexte qu'il y a une transition à faire. Donc les besoins sont toujours là, je voudrais le rappeler. Faut pas oublier les autres postes. Voilà, bon. Et notamment le vieillissement de la population. Alors, il y a un enjeu d'acceptabilité, je vais y revenir tout de suite, je suis absolument d'accord avec ce que dit Benoît tout à l'heure, hein, ce n'est pas une question de pédagogie, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Je suis prof, hein, donc j'accepte volontiers l'idée que la pédagogie ne suffit pas. Et donc, on a à très court terme des enjeux opérationnels, hein, avec la présidence française de l'Union européenne et donc le paquet Fit for 55 qui commence à être négocié. Et puis, alors j'apprends cet acronyme SFEC, qu'il va falloir, donc la nouvelle stratégie bas carbone qu'il va falloir dessiner et rendre plus opérationnel, si j'ai bien compris. Alors, le paquet Fit for 55, on l'aborde en France dans une position un peu différente des autres, ce qui rend les choses un tout petit peu plus compliquées, puisque, comme vous le savez, l'énergie en France est quand même plutôt... moins émettrice que les autres pays européens, mais en revanche, on a un gros sujet transport, on a un gros sujet agriculture et pêche, et bien sûr, bâtiment. Alors, je vais démarrer avec la croissance, la macroéconomie, le long terme. On a 2 récits polaires, probablement la vérité entre les deux, mais on ne sait pas très bien la placer. Et comme vous le savez, des petites différences accumulées au fil des ans, ça fait des grosses différences après 10 ans, 20 ans, 30 ans. On a un récit heureux, une transition heureuse. Donc, en fait, la transition, c'est essentiellement des investissements nouveaux, donc un boom de l'investissement. Donc qui va tirer la croissance. À côté de ça, on aura peut-être une tarification carbone, on ne sait pas trop comment, mais comme les recettes vont être redistribuées aux ménages sans aucune perte au passage, donc il n'y aura pas de perte en ligne, on redistribue l'intégralité aux ménages, donc ils vont continuer à consommer, et en plus ils vont investir, mais surtout vers de l'investissement public, donc tout ça va extrêmement bien se passer, et on aura une transition tirée par la demande.
on a un autre récit polaire qui est une transition douloureuse. En fait, cette transition, c'est essentiellement un choc négatif pour la production. Une énergie qui était peu coûteuse, qui devient coûteuse, qui était malléable, flexible, stockable, qui devient intermittente et non, voilà. Et qui nécessite aussi, il va y avoir des goulets d'étranglement, donc des nouvelles compétences en particulier. Moi, je suis quand même assez affolée de voir les goulets d'étranglement. Déjà aujourd'hui, on a 8% de chômage. Déjà aujourd'hui, il y a une pénurie totale sur les métiers verdissants. Pénurie qu'on nous annonce, il y a des documents de travail du Fonds monétaire international qui annoncent, qui montrent la demande mondiale pour les métaux, qui ne sont pas forcément des métaux rares, qui vont le devenir en fait. Donc des goulots d'étranglement majeurs. On a une hausse des coûts et puis une éviction de la consommation, c'est-à-dire que les ménages peut-être vont consommer moins, investir plus, donc dire au total c'est la même chose, ça fait de la demande, mais ce n'est pas les mêmes secteurs. S'ils vont moins au restaurant mais qu'ils rénovent leur maison, c'est pas le même tissu productif. Et donc il y a un enjeu de réallocation et qui doit se faire à toute allure. Donc c'est un enjeu sectoriel et macroéconomique. Là-dessus, on sait bien sûr que ce coût, il sera de toute façon d'un ordre de grandeur inférieur au coût que va nous apporter le changement climatique lui-même. Donc ça, il n'y a aucun sujet par rapport à ça, sauf que il y a un sujet de coordination internationale. D'où les propositions de démarrer avec un mécanisme d'ajustement carbone, sachant que c'est que pour amorcer un peu la pompe de la coordination internationale. Alors, le besoin d'investissement, il est majeur, il est bien documenté, mais merci à I4C pour tous les travaux qui sont faits, notamment dans ce domaine. Je pense que là où on n'est pas au bout de nos peines, c'est vraiment sur le partage public-privé et aussi comment faire en sorte qu'on ait toujours, on sélectionne les investissements au titre de du coût-efficacité et que le public vienne pour déclencher, aider le privé à déclencher son investissement et non pas se substituer. Parce que souvent, la transition est perçue comme l'État va fournir, on va soutenir les ménages, les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes, et faire des investissements. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Jusqu'à présent, ça a été un peu occulté parce qu'on a le plan de relance, on a eu beaucoup d'argent public, mais ça n'est pas avec le plan de relance qu'on va faire la transition, c'est juste l'amorce de quelque chose de beaucoup plus vaste qui doit concerner absolument tout le monde. Donc, ça va être vraiment le sujet. C'est pour ça que moi, je ne suis pas complètement à l'aise avec les propositions de Benoît de sécuriser des budgets et même de les allouer, de les préallouer, parce que les technologies évoluent très vite. Et il faut pouvoir basculer de l'un à l'autre. On fait déjà aujourd'hui des erreurs majeures en termes d'allocation des moyens, avec des coûts d'abattement, Christian a plein d'exemples dans son sac, avec des coûts d'abattement qui sont parfois délirants, disons-le. Donc, c'est déjà pas efficace. Donc, il faut maintenir la pression sur l'efficacité, et c'est pas parce qu'une dépense est favorable à la transition qu'elle doit pas être passée par le tamis coût-efficacité. Alors, et d'autant plus qu'on peut aussi créer des rentes de la transition, et c'est ce que, si on n'y prend pas garde, c'est ça qui va se passer. Alors, je vois que vous voulez peut-être que je conclue. Non, tout va bien. Alors, comment ? J'ai des questions, mais sur je ne le vous sujet, pousse pas à conclure, loin de là. Peut-être finir sur le sujet de l'acceptabilité. Donc, on connaît. Alors, c'est pas un sujet propre à la France. On voit que dans les autres pays, en fait, ils n'ont pas eu les gilets jaunes, mais ils auraient pu les avoir. Les ménages, fondamentalement, ne croient pas au signal prix. Donc, si on met une taxe carbone, par exemple, ils pensent que c'est pour leur prendre de l'argent. Or, nous, économistes, on sait que ça marche très bien, le signal prix. Et donc, il faut mettre les ménages en position d'expérimenter eux-mêmes le signal prix et voir que ça marche. Et ça, c'est pas complètement évident. Et à quel niveau on fait ça ? Et je trouve que la table ronde précédente, qui mettait l'accent sur le niveau local, je pense que c'est vraiment une piste à creuser, y compris pour mettre en œuvre des expérimentations de signal prix. On sait aussi que la proposition des économistes en général, qui est de dire c'est pas grave, on va taxer, puis on va redistribuer, en fait, c'est pas acceptable. On voit avec les enquêtes que les gens, ça ne les fait pas adhérer.
Alors, c'est indispensable, bien évidemment, pour les ménages modestes, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est un mélange entre la redistribution pour les aider et aussi, mais surtout, le développement d'alternatives. Ce qu'ils aiment le moins, c'est d'être bloqués dans leur choix qu'ils ont fait plusieurs années avant. Donc, et par-dessus ça, il y a une perception de l'équité. Et là, je trouve que on a aussi peut-être... on n'est pas assez ouvert à des perceptions de l'équité qui peuvent être éventuellement différentes. Nous, on voit l'équité entre, il faut que l'effort en termes de pourcentage du revenu soit le même selon les différents déciles de revenus. C'est pas forcément que ça. Et on voit que dans les enquêtes, l'équité, c'est aussi peut-être que le taux d'effort soit le même dans les différents déciles de revenus. Et donc, si les émissions de gaz à effet de serre sont plus que proportionnelles aux revenus, ça veut dire taper beaucoup plus sur les revenus élevés. Et notamment, c'est pour ça que le mélange de prix et de normes peut être intéressant dans la mesure où il pourrait éventuellement contraindre davantage les ménages aisés et que la fiscalité carbone éventuelle ou les ETS, on ne sait pas ce qu'on va mettre en œuvre, soit pas compris comme un blanc-seing pour aller polluer. Donc moi je suis riche et donc je peux me payer des voyages en avion. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose auquel on doit vraiment réfléchir avec les autres sciences sociales. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Et quelle est la boîte à outils que vous pourriez mettre en place ou préconiser? Quels sont les outils prioritaires pour vous, avant que je passe la parole à... Alors, bon, je voudrais peut-être tempérer ce que je viens de dire et dire que je crois néanmoins que le prix du carbone doit être la colonne vertébrale de la stratégie. Donc peut-être que ce n'était pas assez clair. Voilà. Donc après, il faut travailler cette tarification carbone et voir comment elle est la plus... Donc, par exemple, on peut réfléchir à des solutions type compte carbone, donc qui mettent quand même les ménages face à un signal prix, mais en renversant peut-être un peu la perspective, au lieu d'aller éventuellement après les indemniser pour ce qu'ils auront payé, peut-être les indemniser avant, comme on fait pour les entreprises en fait, quand on distribue des quotas gratuits, c'est ça qu'on fait. On les indemnise avant qu'elles aient à payer, qu'elles aient en tout cas à faire face à la tarification carbone. Des choses comme ça, on peut commencer à réfléchir pour aussi surmonter le manque de confiance. Parce que les gens, on leur dit on va vous indemniser, mais ils n'ont pas confiance. Donc, c'est tous ces éléments-là. Et je trouve que, en effet, donc je trouve que le niveau local n'est pas assez appelé aussi pour mettre en œuvre ces solutions de prix carbone. Et j'étais frappée tout à l'heure quand on disait il y a trop de plans. Christophe Bouillon, je crois, disait oui. il y a trop de plans, on n'en peut plus. On en a déjà trop. La tarification, c'est aussi un moyen de libérer les énergies, sans jeu de mots, locales, pour dessiner elles-mêmes les solutions qui leur permettent pertinentes. Parce qu'on n'est pas en train de leur dire c'est ça et comme ça, il faut faire ci et ça. Non, on leur met les tarifs en main, et il y a une incitation, il y a de la carotte et le bâton. Et avec les habitants, ils vont trouver la meilleure solution par rapport au territoire. Donc, moi, je crois beaucoup au prix aussi comme un élément de flexibilité. Comme la colonne vertébrale, pour, comme vous dites. Au niveau local, adapter mieux les solutions par rapport, effectivement, à un plan venu d'en haut qui ne correspond pas à la réalité locale. Claire, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, et ce qu'Agnès Benesi-Kéré nous dit, quelles sont vos attentes en tant qu'industriel? Comment on conjugue pour trouver peut-être une voie médiane entre le scénario très heureux qu'elle décrivait et le scénario apocalyptique? Merci. Alors d'abord, on a beaucoup entendu ce matin et vraiment la première chose que je veux faire, c'est de remercier l'ensemble des participants et des intervenants. Je trouve que ça a été une matinée absolument passionnante. On a entendu au fond une convergence sur l'objectif. Je crois que l'ensemble des intervenants sont tout à fait au clair sur le fait que nous devons réussir la transition énergétique et que pour la réussir, il va falloir que cette transition énergétique, elle soit évidemment faisable d'un point de vue technique, mais aussi démocratique, on l'a beaucoup entendu, et qu'elle soit, et c'est lié à l'acceptabilité, qu'elle soit abordable. Une transition énergétique réussie, c'est une transition qui nous amène effectivement à l'objectif zéro carbone en 2050, c'est aussi une transition qui est acceptée et acceptable et donc qui est compatible avec une évolution
satisfaisante du pouvoir d'achat des ménages et de la compétitivité des entreprises. Et je crois que ça, c'est le défi pour notamment les politiques publiques, tracer le meilleur chemin. Deuxième chose qu'on a beaucoup entendue, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Catherine le disait en introduisant cette matinée, il faut une certaine humilité parce qu'on sait que les choses vont évoluer. Le domaine énergétique a cette particularité que les technologies évoluent, les prix relatifs évoluent aussi beaucoup. Je pense que si on s'était posé il y a 15 ans la question de comment réussir au mieux un mix décarboné, on y aurait apporté des réponses sans doute très différentes, avec sans doute plus de nucléaire et moins de renouvelables, que celles qu'on peut apporter aujourd'hui. Les coûts relatifs ont évolué, et en particulier, le coût relatif des énergies renouvelables s'est effondré. Le prix du photovoltaïque a été quasiment divisé par 10, le prix de l'éolien a baissé de l'ordre de 70%. Donc on voit bien qu'il faut être dans un monde dans lequel on prend en compte cette incertitude. Moi j'ai aimé ce qu'ont dit plusieurs intervenants, il faut au fond plusieurs scénarios, il faut une agilité, il faut des bifurcations possibles, parce que du point de vue de la puissance publique qui doit vraiment optimiser le coût de cette transition énergétique, eh bien, c'est en étant agile et attentif aux évolutions des technologies qu'on y arrivera le mieux. Alors, une fois que j'ai dit ça, un mot aussi peut-être sur le prix du carbone, pour rejoindre le consensus et dire que nous sommes très convaincus chez Engie de l'importance du prix du carbone. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Alors, évidemment, comme tous les outils, mais c'est vrai des autres outils également, pose la question de comment on traite les ménages qui vont faire face à un prix du carbone plus élevé et pour qui ce serait insoutenable. Oui. Vous êtes d'accord avec cette idée de colonne vertébrale, justement? Oui, le prix du carbone, ça doit être la colonne vertébrale de la transition. Et j'ajoute quelque chose que Christian, je crois, a dit ce matin. La superposition d'instruments, c'est la meilleure façon de se tromper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le prix du carbone a un coût et que le reste n'en a pas. C'est évidemment, ce serait une erreur absolument grossière. L'ensemble des outils vont avoir un coût pour les ménages comme pour les entreprises, que ce coût soit directement visible par le prix du carbone ou qu'il le soit moins par la réglementation. Par exemple, pour être très concrète, quand vous interdisez des voitures polluantes, eh bien, ça a évidemment un coût pour les ménages de remplacer ces voitures polluantes. C'est peut-être moins visible qu'un prix du carbone, mais ça a un coût. Et donc ça veut dire que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez à la fois un prix du carbone, des interdictions réglementaires, vous risquez de faire peser in fine un coût excessif sur certaines technologies, sur certains ménages, sans s'en rendre compte. Voilà. Donc il faut vraiment veiller à l'articulation des différents instruments, du point de vue de la politique publique, éviter des surréglementations qui vont finalement, et Agnès le disait, qui vont finalement produire ce que les économistes appellent un coût d'abattement de la tonne carbone, donc un coût d'évitement de la tonne carbone qui sera peut-être insuffisant par endroit et peut-être excessif dans d'autres endroits. Voilà. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je pense grande convergence des intervenants sur l'attention apportée aux instruments. Je viens peut-être à l'industriel. Oui. Si vous me permettez, qu'est-ce qu'on attend de la politique publique? Je pense d'abord, première chose, Agnès avait raison de le rappeler, Catherine parlait ce matin des besoins très, très considérables d'investissement dans la transition énergétique. Ces besoins sont évidemment des besoins qui seront en très grande partie pris en charge par le secteur privé. Il ne faut pas se dire que les 4 000 milliards de la transition énergétique, c'est 4 000 milliards de dépenses publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance publique, elle a un rôle catalytique, elle a un rôle d'orientation très largement, et dans certains cas, un rôle de soutien. Rôle d'orientation, on a parlé du prix du carbone, on pourra y revenir, le cas échéant, d'outils comme la taxonomie, qui doivent être compatibles avec le fait de flécher les investissements qui sont les investissements critiques sur le chemin de la transition énergétique. Et puis, rôle de soutien, parce qu'il va bien falloir effectivement permettre l'émergence d'un certain nombre de technologies qui aujourd'hui ne sont pas matures et qui ont la capacité de le devenir. Hier, c'était l'éolien terrestre et c'était le photovoltaïque. Ça a été aussi l'éolien offshore. On voit aujourd'hui que l'éolien offshore donc l'éolien en mer, a vu ses coûts
considérablement se réduire, et on a d'ailleurs de beaux acteurs industriels qui produisent en France pour l'éolien offshore. Les gaz verts, dont on a parlé dans cette matinée, qu'il s'agisse de biométhane, de la famille des méthanes renouvelables ou de l'hydrogène vert, sont au début de leur transition. Donc ce sont typiquement des solutions énergétiques qui vont permettre la décarbonation, mais qui n'ont pas aujourd'hui le même niveau de maturité. Donc il faut, pour ce type de solutions énergétiques, comme hier pour le photovoltaïque ou pour l'éolien, des soutiens ciblés qui permettent de voir, et nous en sommes convaincus, si ces technologies ont la capacité de devenir compétitives et de figurer sur la ligne d'arrivée du mix énergétique. Voilà, donc on a besoin d'une politique publique qui oriente bien, c'est le premier point, et on a besoin d'une politique publique qui sait soutenir les secteurs qui ont encore besoin de maturer. Et puis troisième considération, et ça a été dit aussi par plusieurs intervenants dans la matinée, évidemment on a besoin de politiques publiques prévisibles et lisibles, mais ça va de soi. Agnès Benassi-Kéré, est-ce que vous voulez réagir à la parole de l'industriel? Je sais vous avez une contrainte, on doit vous libérer très vite. Juste peut-être un commentaire sur cette notion d'agilité. Comment est-ce qu'on concilie tout ça, encore une fois, avec les contraintes budgétaires, avec l'Europe, avec... Il y a quelque chose qui est très compliqué, c'est de concilier un soutien par rapport à des investissements avec d'énormes coûts fixes et l'incertitude technologique. C'est-à-dire qu'on voudrait à la fois soutenir en effet des technologies naissantes qui ne sont pas encore tout à fait à maturité, mais en fait on va engager des sommes telles qu'après c'est difficile de se rebasculer sur une autre technologie qui éventuellement émergerait et rester flexible par rapport à ça. Donc c'est impossible de mener plusieurs trajectoires en même temps. Comme notre collègue Philippe Aghion, on a une dépendance au sentier et on a tendance à remettre des pièces dans le même sentier, alors même qu'on devrait parfois prendre un pas de recul et puis basculer sur un autre sentier. C'est ça qui est quand même assez compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que, enfin on est d'accord, hein, le secteur public doit vraiment ses devoirs, faire très attention à ne pas s'engager sur des financements de trop long terme, parce que pour rester flexible par rapport à ça, fossiliser, oui, si on peut dire, privilégier, et c'est pour ça que les instruments de prix sont intéressants, parce qu'ils permettent excusez-moi, je ne peux plus parler. Ils permettent cette flexibilité. Voilà. Oh, merci, ça c'est bon. Et après, il y a aussi une question de partage du risque. Merci. Et je pense qu'une responsabilité, avant tout, c'est en effet ce que disait Claire tout à l'heure, c'est-à-dire la prévisibilité. Et donc, on a fait le choix en Europe d'un système donc, de quotas échangeables avec un prix qui fluctue en fonction de l'offre et la demande, ce qui est une très bonne propriété pour mieux maîtriser la sentier de réduction des émissions. Mais l'inconvénient, c'est la volatilité justement du prix qui peut nuire aux investissements. Et donc, un enjeu, ça peut être de réduire cette flexibilité et que la puissance publique s'engage sur, par exemple, comme ont fait les Britanniques, un plancher pour réduire le risque pour l'investisseur privé. Donc, mais ça suppose d'être capable aussi après, parce que sinon ça peut coûter très cher si on ne suit pas effectivement le sentier qui a été annoncé. Donc de rester quelque part assez flexible. Voilà, cet aspect-là, et c'est une des choses qui est les plus difficiles, évidemment, dans une démocratie où on a une alternance, en plus on a plusieurs pays, il y a des pays qui sont très opposés, enfin, c'est pas simple à mettre en œuvre, c'est vraiment, c'est très facile à écrire sur le papier. Mais là, à l'instant T, donc en cette année électorale, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Alors, sur ce sujet, ce n'est pas vraiment l'année électorale. L'enjeu, c'est plutôt le paquet européen. Oui. Vous parliez de la présidence. La présidence, elle s'inscrit. Je crois qu'aucun candidat ne vise à quitter l'Union européenne. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là. Et on a une chance. C'est une chance quand même d'avoir cette coordination européenne. Et c'est une chance aussi. C'est une chance que. Bon, la crise Covid est une malchance énorme. Enfin, on pourrait dire, certains disent que c'est pas une malchance, que c'était inscrit, mais bon. Mais c'est arrivé à un moment où on venait de renouveler la Commission européenne. On avait une stratégie de croissance verte qui avait déjà été annoncée. Finalement, le paquet de relance est inscrit dans cette stratégie
qui avait déjà été discuté, donc on a gagné du temps. Ça permet de faire une relance coordonnée à la fois quantitativement et qualitativement. Et ensuite, le paquet Fit for 55 vient s'inscrire là-dedans. Donc on a quand même une coordination sur un ensemble de pays qui pèse au niveau international. C'est pas comme si la France, toute seule, allait dire « moi, je vais faire mieux que tout le monde ». Non, c'est un effort collectif. Et donc, en termes d'équilibre, compétitivité, tous ces problèmes-là, on a quand même fait une grosse partie du chemin. Voilà, une note optimiste. Je vous remercie. Je m'étais engagée à vous libérer. Merci beaucoup de votre présence. Claire Vaison, un mot peut-être pour la fin, pour conclure, peut-être sur cette question d'agilité et même en tant qu'industriel, la possibilité de mener plusieurs trajectoires en même temps. C'est business compatible, ça? Alors, deux choses. D'abord, un mot sur l'Europe. Et avant qu'Agnès nous quitte, d'une part, pour dire que l'Europe est évidemment un échelon absolument pertinent pour une politique comme le prix du carbone. Et donc, nous sommes bien sûr très attentifs à ce qui se passe sur l'ETS, sur son extension, et sur le mécanisme d'ajustement aux frontières qui permettra finalement à l'Europe d'adopter un prix du carbone ambitieux et d'inciter les autres zones économiques, et c'est bien ça l'objet, à faire de même. Deuxième point sur l'Europe, il faut savoir apprendre des autres. Et de ce point de vue-là, il y a des choses qu'on fait très bien en France, et puis il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on reconnaisse que d'autres font mieux. Je pense en particulier à l'éolien en mer et la capacité des autres pays à faire sortir les projets. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, que les permis d'éolien en mer en France datent de 2012, que les projets commencent à peine à émerger, et que nous avons en face de nous, alors le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, et que nous avons en face de nous 11 gigawatts au Royaume-Uni, 2,5 aux Pays-Bas, 2 en Belgique. Ça n'est pas anecdotique, parce que l'éolien en mer, c'est de l'éolien dont le prix a beaucoup baissé, avec un régime de vent qui est un régime de vent beaucoup plus régulier, beaucoup plus favorable que l'éolien terrestre. Donc c'est de l'éolien avec un bon rendement et nous sommes absolument convaincus de l'éolien, de la pertinence de cette solution énergétique. Alors ça m'amène à la deuxième partie de votre question. Que fait un industriel face à l'incertitude? Je crois que d'abord, on l'a dit ce matin, nous réfléchissons à l'incertitude. C'est finalement le travail d'un industriel que de faire face à l'industriel et de faire des choix. Donc nous faisons face à l'incertitude en pensant l'éventail des possibles, ça a été dit ce matin. Et puis ensuite, nous faisons des choix d'industriels en ayant à l'esprit qu'on est probablement, et vous me pardonnerez ce jargon d'économiste, on est probablement dans une situation d'équilibre multiple. C'est-à-dire qu'on est probablement dans une situation dans laquelle les choix qui sont faits aujourd'hui sont des choix qui peuvent être déterminants sur ce qui se passe sur la ligne d'arrivée. Notre conviction d'industriel, c'est que pour arriver à faire une transition énergétique abordable et pour éviter une prise de risque excessif, il faut vraiment qu'au niveau national, mais ce que je dis pour la France est vrai pour d'autres pays, les gouvernements ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Est une approche suffisamment diversifiée du mix énergétique. Quand on regarde les choses et les différents scénarios qui sont faits, par exemple, pour la France, tous ces scénarios ont du gaz. Tous les scénarios reposent sur la décarbonation de ce gaz qui doit se faire pour arriver à une neutralité carbone à horizon 2050. Nous pensons que le potentiel est un peu plus important que ce que certains autres ont intégré. Et donc, nous faisons des choix en cohérence. Claire Vaison, merci. De notes d'espoir, donc, je remercie tous les intervenants, à la fois pour leur participation, la pertinence de leurs propos, leur ouverture au dialogue qui nous a permis, me semble-t-il, de dégager quand même quelques pistes et raisons d'espérer pour que, comme disait Pierre-Henri de Menton au début, on ne prenne pas notre douche dans le noir d'ici quelques décennies. Je remercie également le public de nous avoir inondés de questions. Encore une fois, je vous rappelle que chacun des partenaires prendra soin de revenir vers vous aussi vite que possible. Merci à l'assistance d'être présente. Malheureusement, les conditions sanitaires nous empêchent de tenir un cocktail, mais bien sûr, je vous invite à poursuivre les échanges, les discussions, voire les confrontations dans quelques minutes dans la salle d'à côté. Très belle journée et avec un peu d'avance, très bon week-end.